Bonjour et bienvenue à votre cours. Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, chers étudiants, chères étudiantes? Module 10. Ça y est, module 10, 21 mars. C'est le printemps. Écoutez, c'est le printemps. Premier rayon de soleil qui se prennent pour autre chose que de la lumière. Donc, un peu de chaleur, un peu. C'est pas beaucoup, mais ça commence bien. Comment allez-vous? Bienvenue à votre podcast FI 3900. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café, j'ai mon café, ou un thé, ou une tisane, ou ce que vous voulez, ou rien du tout. L'important, c'est de passer un peu de temps ensemble, puis de regarder à nouveau le contenu de cours, avec le podcast, ce que j'essaie de faire, c'est vous garder là, au courant de ce qui se passe aussi en classe, peut-être vous faire voir ce que vous avez peut-être manqué et aussi pas vous faire perdre contact avec la matière. Donc, souvent, je vais résumer les quelques parties de cours. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez commencé à travailler sur votre TP2. Là, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait plusieurs équipes qui avaient commencé à travailler intensément sur le TP2. Puis c'est bien, hein, ça s'en vient tout ça, là. La fin de session. J'y reviendrai un peu plus tard. OK, module 10. De quoi parle-t-on dans ce module? Deux sujets principaux cette semaine. La pression d'autorité et la pression de groupe. Donc, deux forces systématiques, organisationnelles, importantes. Donc, la force qui est exercée par l'autorité sur vous et vos collègues. Donc, la force de l'autorité. Et deuxième force, la force exercée par vos collègues et vos semblables sur vous. Donc, la pression de groupe. Les questions qui sont abordées en classe, quel est votre rapport avec l'autorité, évidemment. Soumission, contestation, à quoi ça ressemble votre rapport là, dans la vie de tous les jours? Quelles sont vos expériences? À quoi ressemble l'autorité aussi dans l'exercice de la profession? Donc, essayer de nous habituer à identifier les principales formes d'autorité. Puis tout ça pour tenter d'induire, à partir de votre rapport à l'autorité, quel type de rapport vous allez avoir avec les autorités dans l'exercice de votre profession. Donc, quel est votre rapport avec l'autorité en ce sens? Pour les pressions de groupe, les questions, c'est quel est votre rapport aux autres, de façon générale, à vos semblables? Avez-vous tendance à contester l'opinion du groupe ou au contraire, à vous fondre au groupe et à faire un peu comme tout le monde? Quelles sont les manifestations de ces pressions groupales? On va les nommer comme ça dans l'exercice de votre profession. Donc, les pressions de groupe, là, ici, vous êtes plus à l'aise peut-être à les reconnaître autour de vous en ce moment, mais essayez d'induire, de comprendre, vous projeter pour voir à quoi pourront ressembler ces pressions dans l'exercice de la profession. Ça fait partie des questions que j'ai tenté de cerner en classe nos différentes failles et fragilités humaines en ce sens. Ces différentes failles s'inscrivent dans une suite de failles. Vous vous rappelez, au début de la session, là, je vous avais promis de vous démontrer 5 failles humaines. L'idée que nous sommes tous humains et donc faillibles et que ces failles humaines peuvent vous mettre à risque, pour le dire en bonne et due forme. Donc, rappelez-vous de la présentation que je vous avais faite. C'était peut-être au module 3 où je vous annonçais une démonstration en 5 points. Je me permets de vous la rappeler dans ce podcast. Premier point, attention. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Hein, vous vous rappelez de ça. Et conséquemment, vous avez tendance à prendre des risques inutiles. Donc ça, c'est effectivement au module 3. Module 3, toujours, attention, c'est le deuxième. Vous avez déjà triché et pour toutes sortes de raisons et moins bonnes raisons. J'ajoutais à l'époque, vous tricherez encore et pour les mêmes raisons. Donc, c'est ça, c'était au module 3. Autre faille humaine, la troisième, attention, on l'a vu au dernier cours. Attention, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés.
Donc, vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels, parfois au détriment des intérêts et valeurs associés à votre profession. C'était le thème de notre module 9, là. Rappelez-vous, le sacrifice de votre propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public, de la sécurité, de la santé publique, du bien commun, paix sociale, justice. Donc ça, c'était notre troisième mise en garde. Dans ce module 10, j'ai deux dernières mises en garde pour vous. Deux failles humaines complémentaires. Quatre, attention, où vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Eh oui, ben vous le savez un peu, mais on prend le temps d'explorer ça. Donc, l'idée que peu importe ce que cette forme d'autorité tente de vous imposer ou vous propose, ben, vous avez tendance à vous conformer à cette demande. Et cinquième et dernière faille, attention, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues, peu importe ce que ce comportement, peu importe, dis-je, si ce comportement contredit vos propres valeurs et idéaux. Donc ça fait partie de la démonstration en 5 points. Puis ultimement, à la fin de ce cours, et du cours en général, j'aimerais que vous soyez capable idéalement de reconnaître ces failles, reconnaître que vous êtes vous aussi fragile, donc que vous aussi, ces failles ne concernent pas que les autres, mais vous concernent aussi. Idéalement, que vous soyez capable de proposer des solutions à la fois personnelles, organisationnelles, pour justement passer outre ces failles ou combler, colmater euh, les trous, les failles, les interstices là, qui font en sorte que des fois, ça nous échappe, que vous soyez quand même, que vous restiez honnête, intègre, responsable, malgré ces failles. Tiens, j'ai fini par le dire. Je vous invite vivement d'ailleurs à consulter l'enregistrement du cours, donc de ce module 10. Ce sont les mêmes thèmes que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans ce podcast, mais évidemment, j'ai pris le temps de les approfondir, mais ce sont des super thèmes intéressants, humains. Ça prend de beaux exemples, spectaculaires même, je dirais, surtout en matière de soumission à l'autorité. Donc, je vous invite à aller consulter le module 10, donc l'enregistrement de cours. Sinon, ben voici à très gros traits, puis là, je me permets de vous le préciser, là. Donc, à très gros traits, nos thèmes du module 10. Premier thème, d'abord, pression d'autorité. Donc, dans cette partie du cours, vous irez voir, nous avons exploré différentes formes d'autorité. Donc, à quoi ressemble l'autorité dans l'exercice de la profession. On a vu différentes formes archétypales, je dirais, de l'autorité. Donc, un patron, évidemment, là, c'est peut-être la forme la plus archétypale, mais aussi d'autres formes d'autorité. Le droit, la morale, ça fait partie des différentes formes d'autorité. Le marché économique, c'en est une forme d'autorité. L'économie, je dirais en général. Une prescription de la santé publique, c'en est une forme d'autorité. Le système professionnel qui exerce sur vous certaines formes d'autorité, donc le code des professions. Autre exemple qu'on a vu à la classe, même n'importe quelle personne, je dirais, en position de pouvoir, un prof, un parent même, tiens, pour replonger dans vos rapports d'autorité, il faut au moins prendre le temps de réfléchir un peu à ça. Autre forme, la science, aussi comme forme d'autorité, ça a été invoqué en classe. Les questions qu'on a posées, ben, c'est les questions que je vous ai déjà posées, c'est-à-dire quel est votre rapport à l'autorité? Et là, je vous invite à y réfléchir, puisque je vous ai là, je vous parle directement dans les oreilles, là, je vais prendre le temps de vous poser les questions, puis même je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Quel est votre rapport à l'autorité? Avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Quand? Comment? C'est quand la dernière fois que vous avez défié l'autorité? Existe-t-il de bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Et existe-t-il de bonnes raisons de contester ces différentes formes d'autorité? Parce que dans l'exercice de la profession, vous aurez évidemment, on en a parlé plus abondamment dans les modules précédents, mais vous aurez à servir l'autorité en place, mais aussi, avons-nous mentionné, vous devez aussi rester libre, autonome,
exercer un jugement libre et autonome malgré toutes sortes de choses, y compris ces différentes pressions d'autorité. L'expérience pédagogique que j'ai préparée dans ce module, je vous invite à aller la voir, c'était intéressant de discuter avec les étudiants, c'était de les plonger au cœur, je dirais, de l'expérience humaine de l'autorité et de la soumission à l'autorité. Nous avons abordé les expériences de Milgram. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les expériences de Milgram, je vous invite vivement à vous renseigner sur ces expériences de Milgram, à consulter peut-être l'enregistrement de cours, mais sinon à explorer ce qui se trouve sur le web à propos de ces expériences-là, parce que ce sont des expériences marquantes en psychosociologie. Il faut au moins connaître l'existence, je dirais, de ces expériences. Vous allez voir que même si plusieurs d'entre nous, on se dit moi, je suis résistant à l'autorité, moi, je suis libre, je suis autonome. Milgram, lui, a une idée extraordinaire, un peu choquante, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Milgram, lui, aimait bien nous montrer nos contradictions entre ce qu'on dit, entre dire ce qu'on aimerait faire, puis entre faire ce qu'on aimerait faire. Je pense que je l'ai bien formulé. Il y a parfois une différence importante, une distance considérable. Lui, il dit, tu ne demandes pas à la personne si elle sait nager, tu la jettes à l'eau et tu lui dis nage. Donc, c'est un peu ça son expérience. Milgram, lui, nous jette à l'eau dans une expérience où, vous allez le voir, où une personne qui incarne l'autorité scientifique, avec le sarrau blanc, là, tout ce qui est nécessaire pour qu'on comprenne que c'est une autorité scientifique, cette personne-là demande explicitement à des personnes comme vous et moi de donner des décharges électriques. C'est pour ça que je disais que c'était un peu choquant. Des décharges électriques à d'autres personnes pour qu'elles apprennent plus vite. C'était ça le prétexte. Vas-y, je vais te donner un cours, puis si tu te trompes, je vais te poser des questions. Si tu te trompes, je te donne des décharges électriques. Bon, ça semble absurde. Puis vous vous dites, ben c'est quoi cette histoire-là? Moi, j'aurais jamais participé à ça. Puis pire, j'aurais jamais donné de décharge électrique. Non, vous allez voir que c'est bien différent comment on souhaiterait agir et comment on agit. Ça semble absurde. Mais justement, c'est curieusement ce que démontrent les expériences de Milgram, c'est si on vous plonge vraiment dans ce genre de situation, les résultats risquent de vous faire peur. Qui risque de vous faire peur de vous, de vos proches même, mais surtout peur de vous. Donc, typiquement, d'ailleurs, peu importe ce que vous pensez, que ce soit une mauvaise idée ou non, là, de donner une décharge électrique pour aider une personne à apprendre, ce que les expériences montrent, c'est que vous auriez tendance à donner des décharges électriques à cette personne. Si une personne en position d'autorité vous le demande. Hein? Et pourquoi? Ben parce qu'une personne en position d'autorité vous a demandé de donner une décharge électrique. Donc, vous avez compris que sous cette... en fait, il y avait un contexte. Il y avait un contexte de fausse expérience scientifique où on dit il va y avoir un patient, il va y avoir un enseignant. Ben, l'étudiant, il apprend. Puis celui-là s'est arrangé un peu avec le gars des vues. Puis, mais vous, le vrai test là, se fait sur l'enseignant qui, lui... Il y a quelqu'un à côté de lui avec un sarrau qui lui dit non, il faut donner des décharges électriques si on veut que la personne apprenne bien, apprenne mieux, si on veut exercer, bien imprégner sa mémoire là, du contenu de cours ou du contenu de la leçon. Donc, des résultats troublants, je vous ai raconté très brièvement cette histoire-là, mais je vous invite à aller approfondir ces expériences de Milgram. Les résultats sont troublants, puis je vous les annonce déjà. Hein, spoiler alert. 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité lui demande de le faire, y compris faire souffrir une personne. 2 sur 3. Donc, si je vous demande, dans le contexte d'une expérience, de donner des décharges électriques à une personne, pour que cette personne apprenne un peu mieux, ou apprenne plus vite, ou exerce mieux sa mémoire, vous allez donner des décharges électriques. Je sais que dit comme ça, c'est étrange, mais c'est pourtant les résultats des expériences de Milgram. Donc, 2 sur 3
sont prêts à faire n'importe quoi. Tous ceux qui m'écoutent, 2 sur 3 sont prêts en ce moment à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. 2 sur 3. Hein, curieux hasard. Oui, d'ailleurs, curieux hasard. 2 personnes sur 3 ne viennent pas à mon cours en classe ou n'assistent pas à... Non, c'est pas vrai, c'est un peu moins que ça. Mais gardons ce 2 sur 3-là. Comment je pourrais le formuler? 2 personnes sur 3 ne viennent pas en classe. Ça, c'est vrai. Et curieusement, 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité lui demande. Est-ce que ce sont les mêmes? Mais disons, c'était ma façon de vous aider à retenir ce pourcentage. 2 personnes sur 3 vont se soumettre à l'autorité, peu importe ce qu'on leur demande de faire. Donc, si on répète les expériences de Milgram, on arrivera à ce pourcentage. Les expériences de Milgram, vous allez le voir, ça nous rappelle la réalité. Hein, c'est-à-dire qu'entre dire qu'on sait nager, puis savoir nager, pour de vrai, des fois, il y a une bonne différence. Donc, Milgram vous dit, on les jette à l'eau, puis on va voir comment ils réagissent. Puis ces expériences nous rappellent qu'il y a une différence parfois troublante entre ce qu'on aimerait faire. Donc là, ici, c'est représenté par nos idéaux, nos valeurs et ce que nous faisons. Et en ce faisant, peut-être ce que nous faisons parfois contredit nos propres valeurs et nos propres idéaux. Donc c'est important dans un contexte où vous exercerez bientôt une profession. Vous serez entouré de plusieurs formes d'autorité. Certaines peuvent vous demander de poser un geste ou d'exercer un comportement qui vont à l'encontre de vos propres idéaux, vos propres valeurs, qui vont à l'encontre de ce que vous êtes. Et vous risquez, malgré tout, d'adopter ce comportement ou de vous soumettre à l'autorité, même si ce comportement nie vos valeurs et idéaux et nie ce que vous êtes. Vous vous dites intègre, autonome, libre. Ah, on le dit tous. Vous vous dites que l'autorité a peu d'influence sur vous. Typiquement, une personne normale a ce genre de discours. On se croit assez libre. Mais ce que Milgram nous dit, c'est que vous dites que vous savez nager, mais mauvaise nouvelle. Et il y en a 2/3 qui vont se noyer. En fait, 62,5% vont se noyer. Hein, pourtant, gageons que ces personnes-là disent qu'ils savaient nager. Et de la même façon, pour vous, vous vous dites résistant à l'autorité, libre, insoumis, peut-être. On le croit. Hein, on le croit très sincèrement. Or, la réalité est un peu plus pessimiste. Seule une personne sur 3 est foncièrement plutôt capable de résister aux formes d'autorité concernées, entre autres les formes d'autorité concernées dans les expériences de Milgram. Attention, nous dit Milgram, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Des fois, on a des convictions fortes, mais Milgram nous le rappelle, même ces convictions fortes ne se transforment pas nécessairement en actions cohérentes. Si vous êtes en présence d'une figure d'autorité qui conteste vos valeurs et idéaux, qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne de vos convictions, une grande majorité d'entre vous risque de le faire. Donc, 2 sur 3. Solution inefficace, nous dit Milgram. Milgram, il vous dit, attention, il y a des solutions qui ne fonctionnent pas. Une qui ne fonctionne pas, c'est celle qui se dit qu'il faut seulement avoir confiance en soi pour résister à l'autorité. Là. Donc ça, là, c'est charmant, vous allez voir ça dans la psychopop, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous dites que vous êtes capable de résister à l'autorité, que vous avez une bonne confiance en vous. Ça se peut, mais c'est pas une solution suffisante. C'est pas. Va falloir plancher sur d'autres types de solutions. Une solution plus efficace nous dit, du moins ce qu'on peut conclure à partir des recherches sur l'obéissance et la pression d'autorité, les solutions les plus efficaces, c'est éviter les formes d'autorité que vous savez néfastes. Donc, un mauvais boss, là, courez. Sauvez-vous.
Sauvez-vous parce que vous le savez, un mauvais boss, s'il vous demande de poser un geste, ça sera pas bon, vous risquez de le faire. Un autre type, des fois, c'est dur d'éviter un boss. Des fois, on est pris dans des milieux de travail. Donc, ce qu'on peut conclure à partir des expériences de Milgram, c'est qu'il faut aménager autour de soi des espaces. Il faut se donner des outils structurels, institutionnels, où on va aider à exercer, s'assurer que les acteurs puissent exercer une certaine forme de liberté et d'indépendance face à l'autorité. Dans les milieux normaux de travail, mais les droits des travailleurs, les syndicats, ça sert à ça. Pour vous, le code des professions, ce qu'on a vu au module 8, tous les outils, les ressources dont vous disposez pour être capable des outils. Là, ici, on a vu des outils structurels, mais des outils normatifs, juridiques, jurisprudentiels. Il y a des jurisprudentiels, rappelez-vous, des jurisprudences plutôt, tout ça peut vous aider à résister à différentes formes d'autorité lorsque ces différentes formes d'autorité vous demandent de poser un geste qu'on vous disait qui s'éloigne de vos devoirs et obligations professionnelles, mais aussi, ce sont les mêmes outils que vous pouvez exercer aussi pour refuser une demande qui vous éloigne de vos valeurs, de vos idéaux, de vos propres convictions. Parfois, ce sera nécessaire de dire à une figure d'autorité « Non, tu ne passeras pas », comme disait l'autre. Remarque, ce module aborde en essence votre propre rapport à l'autorité lorsque vous exercez un rôle de subalterne et votre tendance donc à vous plier à l'autorité. Donc ça, je dirais que c'est l'archétype général là, qu'on a en tête lorsqu'on parle d'autorité. Mais je vous invite à faire attention aussi à l'autre rapport. Ce module aborde aussi, indirectement peut-être, l'autorité lorsque vous serez en position d'autorité. Parce que vous aussi, vous serez éventuellement en position d'autorité. On n'y pense peut-être pas nous sommes de très jeunes comme vous, mais éventuellement, les postes d'autorité, vous les aurez avec les titres professionnels dont vous disposerez. Ces figures d'autorité, ce sera vous dans quelques années. Donc, vous saurez désormais, à partir des conclusions de ce cours, vous saurez désormais que les personnes qui sont vos subalternes, donc ceux qui exerceront sous votre autorité, ces personnes-là exerceront très majoritairement tout ce que vous leur demandez de faire. Donc, il faut être prudent lorsqu'on leur demande de faire quelque chose parce qu'ils risquent de le faire. Tout. Y compris ce que vous ne leur demandez pas de faire. C'est-à-dire tout ce qui semble vous plaire, même si ça contredit leurs propres idéaux, volontés, valeurs, désirs même. Je vais ajouter ça avec des points de suspension pour que vous réfléchissiez à ça. Ceux qui sont sous votre autorité risquent de faire tout. Donc, c'est un pouvoir à exercer avec respect et grande prudence. Deuxième partie, pression de groupe. Donc, dans cette partie du module, nous avons exploré en classe une autre faille humaine importante plutôt, notre tendance à faire comme tout le monde, comme les autres, notre tendance à nous conformer au comportement attendu du groupe, à nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux et peut-être que nous le ressentons peut-être avec encore plus de force et d'intensité. Ces temps-ci, là, ça nous a manqué, ce groupe-là. Nous avons besoin des autres, de leur assentiment, de leur appui. C'est humain. C'est essentiel à ce que nous sommes. Un être social, disait Rousseau. Or, cette force sociale peut poser problème dans des contextes où on vous demande justement parfois de rester à l'écart des autres ou de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité et aux opinions du nombre, de résister des fois à la force du groupe ou à la force du nombre. Les questions qu'on a abordées en classe pendant cette partie du cours, et je vous invite à y réfléchir, puis je vais les prononcer doucement pour que vous puissiez y réfléchir pendant que vous écoutez. Comment réagissez-vous
aux pressions de votre groupe d'amis ou de vos collègues de travail? Comment vous comportez-vous dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous dites comme tout le monde? Est-ce que vous vous taisez? Êtes-vous influençable? Êtes-vous l'influenceur? Vous taisez-vous, même lorsque le consensus fait erreur? Êtes-vous capable de défier le consensus de vos propres groupes d'amis ou de proches? Êtes-vous capable de convaincre le groupe lorsqu'il se trompe, qu'il fait erreur? Ça, c'est un autre type de capacité. Donc, tous des défis concrets qui vous attendent dans l'exercice de la profession. Donc, c'est pas pour rien qu'on aborde ça dans cette partie du module. C'est ce que j'ai fait en classe, explorer. En classe, le thème principal, c'est la pensée de groupe. Donc, c'est une façon de nommer de façon générale, je dirais, cette tendance humaine que nous partageons tous, puis qui nous invite à nous fondre au consensus, mais parfois à nous cacher derrière la force du groupe. Peu importe ce que fait le groupe ou ce qu'il dit, hein, des fois intimidé peut-être par la force du nombre. Donc, c'est une réflexion importante dans l'exercice de la profession, dans la mesure où vous aurez parfois à contester l'autorité du groupe, hein, les opinions majoritaires, les comportements groupaux. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne idée, c'est pas parce que la majorité des personnes autour de vous tentent de vous convaincre que c'est une bonne idée que c'est une bonne idée. Donc, ce réflexe-là, d'être capable de résister à ce genre de pression, c'est important. Et pourquoi? Bien, parce que le but, c'est pas nécessairement de défendre l'intégrité du groupe, mais il y a d'autres fins à défendre. Pour vous, ben, il y a des fins qui vont des fois, qui ne concordent pas nécessairement avec les opinions majoritaires, hein. La science, les faits, il n'y a aucun lien avec l'opinion majoritaire. La science ne dépend pas de ce que la majorité pense. Les faits non plus, les lois non plus, les normes non plus, la raison non plus. Et parfois, il faut s'opposer, dire le contraire de ce que le groupe prétend. Pour explorer cette pensée de groupe, nous avons exploré les travaux d'Irving Janis. Ce petit dernier a étudié nos comportements en groupe et il a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes qui une fois cumulés, peuvent mener à des comportements groupaux ou des décisions qui, prises en groupe, peuvent devenir catastrophiques. Du moins, c'est la prétention des travaux de Irving Janis. Si vous voulez penser là, aux problèmes groupaux, là, pensez à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je pense que ce sera un exemple que vous pourrez garder en tête là, pour bien saisir ce que Irving Janis veut dire. Ou pendant la COVID, par exemple, ou l'hésitation vaccinale, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a plusieurs symptômes que vous allez reconnaître de la pensée de groupe. Pour Irving Janis, 8 symptômes de la pensée de groupe. Hein, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 8 symptômes, 8 indices qui pointent vers un problème important. Donc, faites attention si vous voyez un ou plusieurs de ces symptômes, ça va mal. Il les divise en 3 catégories. La première catégorie, surestimation du groupe. La deuxième, fermeture d'esprit. La troisième catégorie, renforcement du conformisme. Allons-y systématiquement. Première catégorie, nous dit Janis, surestimation du groupe. De façon générale, il nous dit nous avons tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est de fait. Je vais le formuler comme ça. 2, pour cette surestimation. Rappelez-vous, la surestimation individuelle, on a vu ça dans les cours précédents, mais là, c'est simplement une poursuite de ce thème où là, le groupe, lui aussi, se surestime. Il y a 2 symptômes dans cette catégorie. Illusion d'invulnérabilité. C'est l'idée que notre groupe aurait moins de chances de se tromper ou de faire erreur que les autres groupes.
Pensez encore une fois à nos exemples COVID, les réseaux sociaux, là. Notre groupe, il y a moins de chances de se tromper que les autres groupes. La réalité, c'est qu'il y a de la chance de se tromper de part et d'autre. Donc, mais lorsqu'on arrête de douter et qu'on se dit qu'on est invulnérable, là, il y a un symptôme important. Le deuxième symptôme, toujours dans cette première catégorie, croyance en la voyons, je vais le dire, croyance en la moralité inhérente du groupe. Hein, notre groupe serait plus moral que les autres, serait mieux que les autres, servirait le bien alors que les autres groupes serviraient le mal, aussi simplement. Donc, croyance en la moralité inhérente du groupe. Lorsque le groupe pense que lui est le détenteur du bien et que les autres sont les détenteurs verse plutôt dans le côté obscur de la force, ben, on a un symptôme là important. Et on est toujours dans cette première catégorie, surestimation du groupe. La deuxième catégorie, c'est la fermeture d'esprit. Donc, Janice nous dit, première catégorie, le groupe a tendance à se surestimer. Deuxième catégorie, le groupe a tendance à fermer son esprit, fermeture d'esprit. Donc, ce qui nous donne deux nouveaux symptômes. Donc, le symptôme 3, rationalisation, ou ce que je dirais plutôt s'inventer des raisons. C'est-à-dire que le groupe peut s'inventer des raisons, c'est-à-dire prendre des arguments qui prennent l'apparence de la raison, mais qui se révèlent irrationnels, fallacieux, frauduleux. Hein, il y a toutes sortes d'arguments là, fallacieux. Vous irez voir peut-être dans l'enregistrement de cours. Je ne vais pas non plus allonger ce podcast-là, mais il y en a plusieurs que j'ai mentionnés pendant le cours. Mais essentiellement, c'est l'idée que l'humain, je vais le dire comme ça a plus de sens, va se fermer avec son groupe, va être fermé d'esprit. Et pour fermer les barrières, je dirais qu'il va invoquer toutes sortes de raisons, des stratégies qui ont l'apparence qui ont des apparences raisonnables, mais qui s'appuient souvent sur des arguments faux, fallacieux, frauduleux pour justifier une décision. Donc ça, c'était le troisième. Quatrième, stéréotype à l'égard d'autrui. Celui-là est plus simple. C'est la tendance à attribuer des qualités aux membres de votre groupe et des défauts à ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Celui-là est plus évident. Je suis sûr qu'avec les débats récents, vous avez vu ça. Là. La tendance à attribuer des qualités aux membres de votre groupe ou ceux qui disent à peu près comme vous et des défauts à ceux qui ne pensent pas exactement comme vous. Troisième catégorie, donc Janice nous dit surestimation du groupe, 1. 2. Fermeture d'esprit. 3. Renforcement du conformisme. Et dans cette catégorie, on ajoute 4 nouveaux symptômes. Donc les 4 premiers, illusion d'invulnérabilité, croyance en la moralité inhérente du groupe, rationalisation, stéréotype à l'égard d'autrui. 5. Autocensure. Notre tendance à nous taire lorsque nous pensons avoir une idée qui défie un peu le consensus ou qui dévie du consensus. C'est naturel, c'est humain. On voit le consensus définir autour de nous, puis on dit tout le monde pense comme ça. Je vais me taire parce que je pense différemment. Donc ça, c'est le 5e symptôme. Quand ça commence à se manifester, ça ne va pas bien dans votre groupe. 6e, pression directe plutôt. C'est notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Oui, faire taire ceux qui dévient du consensus. Dans le cours, on parlait des tireurs de sonnettes d'alarme. Là. Ça ressemble à ça. Quelqu'un qui dit le contraire, on va s'arranger pour le faire taire. S'il dévie du consensus, on va s'arranger pour qu'il le sache et qu'il sache qu'il dérange. 7e, nous dit Janice, illusion d'unanimité. Donc, c'est sûr, on s'est arrangé pour
fermer les barrières, on surestime, on ferme les barrières, puis à la fin, ceux qui pensaient différemment du consensus se sont tus, on s'est arrangé pour les faire taire, puis on se retrouve avec le 7e symptôme qui est l'illusion d'unanimité. Ben, on a tendance tout à coup à croire qu'il y a consensus. Il y a consensus, personne ne dit le contraire, tout le monde va dans la même direction, tout va bien dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est qu'il y a eu plusieurs symptômes avant, puis que c'est pas parce qu'il y a unanimité qu'il y a unanimité. Parfois, ce n'est qu'illusion. Donc, il faut se donner des outils pour vérifier effectivement s'il y a unanimité ou si personne ne se sont tus inutilement ou injustement. Dernier symptôme, uniformisation par les gardes de l'esprit. Ça, c'est une désignation un peu... je dirais que la désignation, les gardes de l'esprit, ça fait un peu vieillot, je dirais, comme expression. Mais vous allez comprendre ce que ça veut dire en regardant là, les exemples donnés dans le cours. Par exemple, les gardes de l'esprit en ce moment, là, ce sont les algorithmes que les réseaux sociaux utilisent, par exemple. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place ou toutes les interventions, des fois, c'est des agents virtuels, des fois, c'est des agents réels, là, mais des personnes dont les principales tâches ou des personnes virtuelles dont la principale tâche est de nous assurer que le consensus ne soit pas violenté, que les opinions contraires nous soient épargnées, qu'ils nous plongent comme ça là, dans de belles chambres d'écho ou de résonance. Vous connaissez maintenant là, un peu mieux ces thèmes-là, mais à l'époque, bien avant les réseaux sociaux, on parlait déjà des gardes de l'esprit. Bien avant que Facebook mette ça autour de nous, ou Instagram, ou n'importe lequel, là, ces algorithmes-là, il y avait déjà au sein des groupes, au sein des institutions, des personnes dont la tâche ou des instruments ou organismes dont la tâche est de protéger ce consensus. Éviter peut-être la critique externe, protéger le groupe, lui rappeler qu'il a raison. Donc voilà, c'était le huitième symptôme. Donc 8 symptômes, 3 catégories. C'est ce que vous propose Irving Janis. Dans cette présentation d'Irving Janis des différents symptômes de la pensée de groupe, il y a plusieurs biais psychosociaux qui sont expliqués. Dans le cours aussi, j'en ai mentionné plusieurs. Je vais vous présenter un tableau où on voit l'ensemble des biais psychosociaux. Mais écoutez, c'est des centaines et des centaines de biais maintenant là, qui sont bien documentés. Dans le cours, je dirais que j'en aborde quelques-uns, peut-être dans ce podcast. Les 2 plus importants, je dirais, le biais de conformisme, donc la tendance à faire ce que la majorité fait. Dans le cours, j'ai présenté les expériences de H, donc sur la pression sociale. J'ai présenté aussi une étude sur les pressions groupales dans un contexte de COVID-19. Les autres biais psychosociaux, peut-être pour les groupes les plus importants qui sont liés aux dynamiques de groupe, il y a les biais, bon, je vais les nommer comme ça, là, l'effet de contraste puis l'effet d'assimilation. Une façon de les nommer de façon plus savante, c'est les biais d'accentuation intercatégorielle. Donc, on accentue les différences entre les catégories. C'est-à-dire que c'est notre tendance, là, des fois, surestimer les différences entre des individus qui appartiennent à des groupes distincts. Hein? Comme vous, dans votre cas, là, c'est que vous pensez que c'est vraiment différent le programme de génie à l'Université Laval, puis à Sherbrooke, c'est donc différent. Ça, c'est un biais. C'est un biais d'accentuation intercatégorielle, là, puis vous irez voir, puis les programmes, ça se ressemble. Puis il y a des stages d'un deux, puis donc, vous irez voir, là, je dis pas qu'il n'y a pas de différence, mais on a tendance à accentuer ces différences. C'est l'effet de contraste. Le deuxième, c'est le biais d'homogénéisation intracatégorielle. Le fait de penser que les personnes à l'intérieur d'une même catégorie sont plus semblables qu'ils ne le sont pour de vrai. Donc, c'est notre tendance à surestimer les ressemblances des membres appartenant à un même groupe.
Donc, surestimation des ressemblances entre les membres de votre équipe, de vos programmes, de votre université, de votre ville. Donc, à l'intérieur de notre groupe, on a donc tendance à accentuer nos ressemblances. Puis, à l'extérieur du groupe, on a tendance à accentuer les différences qu'on a à l'extérieur du groupe. Ça, c'est deux biais qui sont toujours là. Voilà. Donc, le module 10 aussi, j'en parlais, aborde des problèmes réels organisationnels qui sont liés à la pensée de groupe. Un des problèmes que j'aimerais peut-être relever dans ce podcast, c'est les problèmes qui sont liés à ceux et celles, envers ceux et celles qui vont justement contester ces pressions de groupe. Je pense aux whistleblowers. En français, on dit les tireurs de sonnettes d'alarme. Je vous invite à réfléchir à ceux et celles qui tirent parfois la sonnette d'alarme. À tirer la sonnette d'alarme, un whistleblower, typiquement, c'est quelqu'un qui dit exactement le contraire de tous ceux et celles qui est autour de lui pour dénoncer un problème. Et le sort qu'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, c'est pas très joli. Il y a des problèmes de santé psychologique qui sont importants, qui vont affliger les personnes qui, souvent pour de très bonnes raisons, vont dénoncer des pratiques ou comportements groupaux, des comportements adoptés par l'ensemble du groupe, des personnes qui souvent seules osent contester des comportements groupaux, la majorité. Et pourquoi? Ben, au nom souvent de la loi, ça arrive. Hein? La loi, la science, la raison. Hein? Des personnes qui se lèvent, qui tirent la sonnette, puis qui disent ça n'a aucun sens, même si tout le monde le fait, ça n'a aucun sens. Et je vais m'y opposer et je tire la sonnette d'alarme, puis je suis prêt à subir les contre-coups de tout ça. Parce que des contre-coups, il y en aura. Pensez au cas de Karen Duhamel, par exemple, qu'on a vu dans le cours, mais des exemples peut-être plus connus. Edward Snowden, que j'ai cité dans le cours. Le sort qu'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, c'est pas très glorieux. Le taux de détresse, de dépression chez ces personnes, c'est plutôt désolant. Puis je vous invite à réfléchir à votre propre comportement, c'est-à-dire qu'on aime célébrer ces tireurs de sonnettes d'alarme, là. Donc, quand ça finit bien, quand ce sont devenus des personnes connues, on dit « Wow, ça, c'est une personne, elle a eu le courage de dire, d'aller contre vents et marées et de nous rappeler à l'ordre. Hein? » Mais je vous demande de réfléchir à ce à quoi ça ressemble dans la réalité, un tireur de sonnette d'alarme. Parfois, c'est cette personne qui dérange un peu pendant une réunion, qui pose un peu trop de questions, qui retarde peut-être le déroulement de la réunion parce qu'il pose un peu trop de questions, parce que des fois, il s'oppose au consensus. Parfois, cette personne-là va challenger, défier les idées partagées par la majorité. Comment réagissez-vous face à ce genre de comportement? Hein? Parce que ce sont des comportements typiques. Peut-être que les questions ne sont pas pertinentes, mais peut-être que c'est simplement une personne qui pose des questions nécessaires. Comment vous comportez-vous face à ce genre de personnalité? Est-ce que vous les aimez, vous les célébrez, vous vous dites « Wow, ça, c'est quasiment un comportement de tireur de sonnette d'alarme, bravo! » J'en doute. Ou vous tentez de leur faire comprendre, indirectement, sûrement, si vous êtes habile, leur faire comprendre qu'ils dérangent et peut-être qu'ils doivent se taire. Voilà, deux principaux sujets, principales pressions exercées sur vous, les pressions d'autorité, d'abord, et ensuite pression de groupe, deux forces importantes qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs et des valeurs de votre profession. Je pense que c'était important de le souligner encore une fois. Et à la fin de cette exploration de toutes ces petites failles humaines, ben vous aurez atteint, bravo, les objectifs de ce module 10
Je vous invite aussi à aller voir le contenu d'enrichissement à la toute fin du module 10, là en bas. Il y a quelques vidéos. Si ça vous tente de vous divertir en réfléchissant un peu. C'est l'épisode de Mindfield, saison 2, épisode 5, qui est un must absolument à voir. Une personne qui doit poser un geste moral qui est cohérent avec ses valeurs, mais lorsque le groupe et l'autorité en place dit le contraire. Comment cette personne-là, vous allez voir, c'est très inspirant de voir une personne qui réussit à poser ce geste difficile contre l'autorité en place, contre la pression de groupe. Très inspirant. Assurément super héroïque, tiens, pour reprendre encore une fois ce thème cher dans ce cours. Donc voilà, c'est ce qui vous attend dans ce module 10, un module extrêmement stimulant. J'espère que vous allez l'aimer. Peut-être, petit dernier rappel, date importante pour vous, 3 avril, c'est la remise du TP2. Donc, c'est dans 12 jours. Je ne vais pas vous faire paniquer, mais c'est dans 12 jours. Pour vous, c'est 2 samedis ou 2 dimanches. Ça s'en vient. Il va falloir vous y mettre. Et sans vous faire paniquer non plus, je vous rappelle que l'examen final est prévu le 12 avril. De 18h30 à 22h30, c'est dans 19 jours. Bon, ça laisse du temps pour étudier. C'est dans 3 samedis et 3 dimanches. Ça va vite, vite, vite. Le printemps s'en vient, l'été s'en vient, mais les examens aussi, ça s'en vient. D'ailleurs, concernant les examens, là, rassurez-vous, je vous donnerai... les instructions sont déjà affichées, là, mais probablement au dernier cours, je vais prendre le temps de vous donner les instructions concernant cet examen là, pour rassurer tout le monde, nous assurer que vous expliquez peut-être à quoi ça peut ressembler un examen final en classe dans le cadre d'un cours d'éthique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine. Content de vous parler à chaque semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se revoit bientôt. Allez, bye bye. L'indice cette semaine est le principal auteur que nous avons vu en matière de pensée de groupe. L'indice, Irving Janis. Irving Janis. Allez, bye bye.